Salut à tous les investisseurs sans cravate et bienvenue dans ce nouvel épisode de la longue série présentation et analyse des sociétés du CAC 40. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On va revenir sur le secteur financier, mais attention, on ne va pas parler d'une valeur bancaire aujourd'hui, mais plutôt d'une valeur technologique. Vous me l'avez beaucoup demandé en commentaire, donc voilà, aujourd'hui c'est la présentation de Worldline. Comme d'habitude, avant de commencer, j'aimerais vous rappeler de vous abonner à la chaîne Sans Cravate si ce n'est pas encore fait, évidemment seulement si les vidéos vous plaisent. Et puis j'aimerais aussi vous parler du séminaire Sans Cravate qui aura lieu à Toulouse le 7 novembre. Voilà, vous allez voir au fur et à mesure des semaines, plus on se rapproche, plus on va en parler. Donc voilà, si vous n'avez pas encore pris vos places, si c'est quelque chose qui peut vous plaire, pensez à en parler autour de vous ou à vous inscrire. Et pour l'achat de 2 places, vous avez moins 10%. Sachez que ça se déroulera dans les salles de Ibis Hotel, place du Capitole, donc comme je le disais tout à l'heure. Ça va vraiment être une journée exceptionnelle avec 4 heures de formation sur le monde de la bourse et 4 heures de formation sur le domaine de l'immobilier. À propos de Worldline, on dit que le groupe a 45 ans d'histoire. Alors c'est vrai, mais c'est pas sous ce nom-là que le regroupement des différentes sociétés qui se sont fusionnées les unes avec les autres s'est fait connaître dans les années 73. En fait, entre 73 et 96, il y avait 2 sociétés qui évoluaient indépendamment l'une de l'autre. Il s'agissait de Sligos et de Axim. Sligos était alors une société spécialisée dans les paiements par carte bancaire pendant une époque où c'était vraiment révolutionnaire, alors que Axim, elle, était spécialisée dans les technologies web. Au final, c'est en 96 que Axim rachète Sligos pour créer le groupe Atos, que vous connaissez très bien et dont on va parler par la suite évidemment, pour commencer à créer un groupe qui sera leader dans les paiements en ligne. Mais vous le savez, Atos aujourd'hui est une société qui développe des logiciels qui vont bien au-delà uniquement des services de paiement en ligne. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2004, il y a Atos Worldline qui a été créé au sein même de Atos pour concentrer les activités autour du secteur financier et des services justement de paiement. En 2006, Atos Worldline a intégré dans son périmètre, c'est-à-dire a acquis des parts de 2 sociétés belges. Il s'agit de BCC, Bank Card Company, et de Banksys. Ces nouvelles intégrations sont venues vraiment renforcer la branche des solutions de paiement en ligne du groupe Atos de manière générale. Et en fait, 7 ans plus tard, Atos Worldline prendra déjà un petit peu son indépendance en étant renommé uniquement Worldline. Dans la continuité de son développement, Worldline a su année après année faire des résultats extrêmement satisfaisants jusqu'en 2013 d'ailleurs où elle a atteint un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros. À ce moment-là, elle comptait environ 11 000 salariés et elle était alors le leader des solutions de paiement dans plus de 30 pays. C'est suite à ces résultats que le groupe Atos justement a décidé de introduire en bourse Worldline dont elle détient maintenant uniquement 27% des parts. Elle a donc perdu vraiment du pouvoir au sein même de cette société qui a été créée au sein du groupe. Le fait est que Worldline a pris son envol et entre 2014 et 2019, elle a connu un franc succès en bourse. Worldline continue donc son expansion et en 2017, elle intègre 3 nouvelles sociétés au sein de son groupe pour renforcer sa présence dans les pays baltes et en Inde. Et finalement, pour mettre un point à la ligne et pas du tout un point final à cette petite partie histoire concernant Worldline, je mentionnerai le fait qu'en mars 2020, elle a enfin rejoint l'indice du CAC 40. Ses volumes de transactions étaient suffisants justement pour être légitimes et être cotés sous l'indice. Le fait est que ça reflète parfaitement son parcours en bourse puisque entre 2014 et 2020, elle est passée d'une capitalisation boursière d'environ 2,2 milliards d'euros à 13 milliards d'euros. Donc voilà, je vous laisse imaginer le fruit qu'aurait pu vous rapporter un investissement au moment de l'introduction en bourse. Mais qui sont donc les clients du groupe Worldline et comment se répartit son chiffre d'affaires? On retrouve évidemment le secteur bancaire et les institutions financières puisque les solutions que proposent les banques à leurs clients n'ont pas été forcément développées au sein même de la banque. Elles font appel à des intervenants extérieurs spécialisés justement en programmation et en web, comme par exemple le groupe Worldline. On retrouve aussi tous les commerçants et les distributeurs qui utilisent des bornes, des terminals ou des solutions de paiement en tout genre. Ils vont représenter 38% du chiffre d'affaires de Worldline. Ils sont vraiment indispensables et c'est d'ailleurs un secteur qui évolue très bien en termes d'augmentation des ventes, mais qui a été très impacté évidemment par la crise. Vous retiendrez quand même que quand un commerçant accepte vos paiements par carte bancaire, c'est une commission monumentale qui est prélevée et malgré le fait qu'il y ait de la compétitivité maintenant dans les solutions de paiement, ça reste quand même très cher, ce qui permet à ces entreprises justement comme Worldline d'avoir des marges d'exploitation et des marges nettes qui sont encore tout à fait satisfaisantes.
On retrouve aussi des entreprises et même des entités gouvernementales qui vont représenter environ 11% du chiffre d'affaires de Worldline. Et là, il peut s'agir de solutions de paiement encore une fois, mais surtout de solutions de sécurité ou d'échange d'informations par exemple. Il peut s'agir de solutions d'archivage, de cryptage, de stockage, de collecte, de tout type d'informations justement pour ces entreprises ou ces entités. Quand on regarde l'évolution des ventes en fonction des secteurs d'activité qu'on vient de présenter, sachez que c'est au niveau des commerçants que ça se développe le plus. C'est eux qui permettent de faire évoluer le chiffre d'affaires de Worldline. Entre 2018 et 2019, le chiffre d'affaires justement dédié à ce type de client a grimpé de plus 76%. Mais attention, c'était entre 2018 et 2019. Là, pour l'année 2020, ça va être compliqué puisque c'est évidemment un secteur qui a vraiment eu du mal à sortir des résultats convaincants. Ce qui est important de savoir aussi sur la société, c'est qu'elle est extrêmement présente pour l'instant en Europe, qu'elle ne s'est pas trop aventurée outre-Atlantique. On parlait tout à l'heure de l'Inde, mais finalement c'est en France, au Royaume-Uni, au Luxembourg et aux Pays-Bas qu'elle est majoritairement présente. Allez, on en a assez dit sur la société, passons désormais sur mon ordinateur pour la présentation des chiffres. Voilà, on se retrouve donc sur le site Morningstar pour la présentation des éléments financiers de la société Worldline. Pour le coup, on part de 2015 et on va jusqu'à 2019. Et ensuite, on s'appuiera sur Zone Bourse pour l'année 2020, l'année 2021 et l'année 2022. Et évidemment, il s'agira d'estimations. Concernant le chiffre d'affaires, on voit bien que ce dernier reflète ce qu'on vient de dire juste avant dans la vidéo. En 5 ans, il double, tout à fait satisfaisant évidemment comme évolution. Il va évidemment falloir garder le rythme parce qu'au fur et à mesure que l'entreprise prend de plus en plus de parts de marché, ça va être évidemment de plus en plus difficile de maintenir cette croissance-là. En tout cas, pour l'instant, le résultat brut d'exploitation continue de suivre le chiffre d'affaires, c'est-à-dire que l'évolution du coût des recettes est proportionnelle à l'évolution du chiffre d'affaires. Au niveau du reste des charges d'exploitation, il n'y a pas trop de détails ici sur Morningstar, mais ce qu'on voit, c'est que le résultat d'exploitation, lui, il augmente aussi à peu près au même rythme que le résultat brut d'exploitation, ce qui est tout à fait satisfaisant. On voit qu'il y a très peu d'amortissement, évidemment. Alors ça, c'est caractéristique des sociétés qui offrent plutôt des services. Je pense que c'est principalement pour le coup du matériel informatique. Ce qui peut vous interpeller pendant l'analyse des comptes de la société Worldline, c'est les ordres de grandeur justement de ces chiffres, tout simplement puisque pour une société du CAC 40, ils semblent plutôt faibles. Mais ce n'est pas une raison pour que certains ne retiennent pas votre attention. Par exemple, un résultat hors exploitation de moins 80 millions d'euros doit justement retenir votre attention quand le résultat net est du même ordre de grandeur. Il faut donc aller chercher la nature justement de ce résultat pour comprendre pourquoi potentiellement le résultat net a stagné pendant 4 années, alors que le résultat brut d'exploitation, lui, augmentait drastiquement. Concernant le bénéfice net par action, on remarque que ce dernier suit à peu près l'évolution du résultat net, avec une petite différence entre les dilués et le non dilué, ce qui signifie que la société a émis des titres convertibles, mais très peu, qui pourraient potentiellement justement diluer les actionnaires. En tout cas, rien d'inquiétant à ce niveau-là. Quand on regarde le BNPA en 2019, ce dernier est de 1,69 €, puisque c'est évidemment le dilué qui prend en compte le plus d'informations et qui est donc le plus intéressant à noter. En tout cas, quand on regarde ce bénéfice net par action, il semble quand même un petit peu faible dans une action qui cote à 71 €. C'est ce qui fait justement que le PER de la société est aussi élevé et tourne aux alentours des 40-50 en fonction des années. Au niveau du bilan, il n'y a pas forcément grand-chose à noter, que ce soit un point extrêmement positif ou un point négatif. Au niveau des disponibilités court terme, on a principalement de la trésorerie, c'est-à-dire du cash, très peu de placements court terme. 500 millions d'euros dans un résultat net de 300 millions, c'est quand même assez intéressant quand on compare ces deux chiffres, je veux dire. Après, quand on regarde le stock, rien d'étonnant, celui-ci est très faible, une société encore de services et non pas une société qui fait partie du secteur industriel. Au niveau des actifs circulants, 2 milliards 200 millions, on est supérieur au passif circulant de 2 milliards. Encore une fois, satisfaisant, un quick ratio supérieur à 1, c'est-à-dire que l'entreprise peut faire face à ces échéances de court terme. Le plus intéressant à noter, c'est qu'au niveau des capitaux propres, on a vraiment justement des capitaux propres qui se valorisent ces 2 dernières années drastiquement avec des primes liées au capital qui passent de 200 millions d'euros à 2,5 milliards d'euros. Et ensuite, en termes de dette long terme, on voit que la société a potentiellement changé de stratégie. Elle a voulu peut-être booster sa rentabilité sur capitaux propres et passer sur une stratégie d'endettement long terme un peu plus importante.
Elle passe donc de 0 à 100 millions, puis à 1 milliard de dettes long terme pour l'année 2019. Concernant le tableau de flux de trésorerie, la seule chose que j'ai relevée, c'est tout simplement que on valide encore le fait d'une expansion de l'activité en regardant le flux de trésorerie généré par les activités d'exploitation. Quand on regarde le résultat net en fait de la société dans son compte de résultat, on a vu qu'il stagnait sur 4 ans, puis ensuite il évoluait énormément en 2019. En tout cas, quand on vient regarder les flux de trésorerie, ceux qui ont été fournis par l'activité de l'entreprise, eux, ils ont augmenté constamment ces 5 dernières années et c'est donc un bon point. On notera tout de même une deuxième chose, c'est que la société s'est mise à verser des dividendes en 2019. En tout cas, elle en verse en 2019 alors que ce n'était pas le cas de 2015 à 2018. Donc je pense que jusqu'à 2015, ce n'était pas non plus dans sa politique de verser des dividendes. En tout cas, on va partir directement sur Zone Bourse pour parler rendement, dividendes et estimation pour les années à venir. Quand on arrive sur Zone Bourse, on note donc une contradiction avec ce qui était indiqué en termes de flux qui était sorti de l'entreprise sur morningstar.fr, puisqu'on voit qu'en 2019, la société n'a pas versé de dividendes, ou alors c'est Zone Bourse qui se trompe, mais moi je pense tout simplement qu'il s'agit de dividendes privilégiés. Donc oui, elle n'a pas versé de dividendes aux actionnaires normaux, classiques, qui ont acheté des actions qui ont été disponibles au public. En tout cas, avec mes petites recherches et avec mon bon sens, j'imagine que la société, depuis 2014, n'a pas versé de dividendes, qu'avant ça, elle faisait partie du groupe Atos, elle versait donc des dividendes, mais au nom du groupe Atos et pas du tout du groupe Worldline. Mais en tout cas, dans ce qui est prévu par les analystes sur Zone Bourse, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'en 2021, justement, le groupe Worldline, indépendamment cette fois-ci de Atos, souhaiterait verser des dividendes. On profitera du fait qu'on est sur Zone Bourse pour aller regarder l'évolution des ratios de rentabilité de l'entreprise. Au niveau du ROE, on semblerait être plutôt stable. Pareil pour les estimations pour les 3 années à venir. En tout cas, c'est satisfaisant. On est toujours au-dessus quasiment de 8%. On rappelle que le ROE, c'est la rentabilité des capitaux propres. Le ROA, quant à lui, la rentabilité des actifs, qui correspond un petit peu, mais pas tout à fait, à la rentabilité économique de la société, qui s'appelle la ROCE cette fois-ci, et qui n'est pas disponible sur Zone Bourse. En tout cas, pour le ROA, on a quelque chose aussi de satisfaisant, de plutôt stable, et qui tourne aux alentours des 4,5%. Il est temps désormais d'en finir avec cette vidéo, mais juste avant, un petit point analyse technique. Voilà, alors pour finir, on se retrouve sur ProRealTime pour un petit aperçu technique de la société Worldline. En tout cas, depuis son introduction en bourse, ici, sur une échelle de long terme, on voit que sa performance est ultra convaincante. Cette dernière fait partie des rares entreprises dont le cours a si peu traversé ses moyennes mobiles à la baisse. Ces moyennes mobiles de long terme quand même, on est sur une MM100 pour celle du dessus et MM200 pour celle du dessous ici. Concernant la MM200, elle a été traversée à une seule reprise, c'était pendant la crise et elle a super bien joué son rôle de support. Alors pas forcément dans un premier temps, mais ensuite après sur la deuxième bougie hebdomadaire. Le fait est que pendant la crise, les gens qui ont su investir sur la valeur pendant qu'elle était sur sa MM200, ils ont fait un pactole puisqu'elle est remontée extrêmement rapidement et s'est revalorisée. Alors derrière, il y a un double top qui a suivi, un petit peu inquiétant, suivi de 2 bougies quand même assez importantes à la baisse. Mais finalement, il semblerait que le support, ou plutôt la ligne de coup du double top résiste et empêche le cours de descendre plus bas. Ça reste quand même une situation un petit peu techniquement tendue. On va essayer de se rapprocher au niveau du court terme. Au niveau de l'analyse de court terme, on notera ici l'impact de la crise, un cours qui passe des 75 €, même un petit peu plus de 75 € en dessous des 40, puis qui vient rebondir et retrouver un canal de tendance haussier, le bas plutôt de ce canal de tendance que j'ai dessiné grâce au plus haut qui a été atteint le 15 juillet. Le fait est qu'après ce 15 juillet, la valeur se latéralise à côté de son canal pour rentrer dans un range de consolidation. Et dernièrement, ce dernier mois aussi principalement, la valeur se fatigue vraiment et colle à son support des 70 €, le support de ce range. Et on voit en regardant l'accumulation distribution que la valeur est justement plutôt distribuée puisque la courbe est décroissante. Il en est de même pour l'oscillateur du RSI. Quant au volume, eux, ils sont un petit peu faibles et on voit aussi que les moyennes mobiles ne sont pas forcément plates, mais auraient tendance à ralentir. Le coefficient directeur des moyennes mobiles, c'est-à-dire la vitesse, diminue.
Le cours a donc beaucoup moins d'entrain et potentiellement ces moyennes pourraient se retourner. Donc vraiment, cette zone, elle est à surveiller, cette zone des 70 € avec un cours qui évolue entre la MM100 et la MM200 avec des volumes qui sont faibles. Donc si vous voulez investir sur la valeur, vous pouvez commencer à stocker des positions à 70 €, c'est très bien, mais pensez à garder du cash et à pouvoir rentrer au cas où si justement on vient chercher un support plus bas, mais il faudra aussi prendre les conséquences en compte de cette chute en dessous des deux moyennes et refaire une analyse plus approfondie. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette dernière vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à la liker et à laisser en commentaire peut-être une société que vous voulez que j'analyse. Il faut que cette dernière fasse partie de l'indice du CAC 40 puisqu'on va finir la présentation des 40 sociétés avant de passer à autre chose. En tout cas, vous le savez, il m'arrive de poster soit le mercredi, soit le samedi, soit le dimanche. J'ai pas forcément de jours privilégiés. Je fais en fonction de mon travail à côté. Donc j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!